Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mercredi 25 juillet 2018. Comme vous le savez aujourd'hui, nous avons le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui se rendra à Washington pour rencontrer le président américain et parler entre autres de tarifs douaniers. On a Donald Trump qui a suggéré hier, enfin cette nuit plutôt, que l'UE et les États-Unis réduisent ou abandonnent tous les deux leurs tarifs douaniers et leurs surtaxes. Donc voilà, c'est une idée, une piste de la part du président américain qui pourrait être appliquée, être accordée par le président de la Commission européenne. Mais voilà, donc le rendez-vous commencera à 16 heures, me semble-t-il, et le premier discours que nous aurons sera à 22 heures heure française, 20 heures GMT. Donc aujourd'hui, nous n'aurons pas vraiment d'informations sur ce qui se passera à Washington. On aura plutôt des statistiques macroéconomiques et, comme d'habitude, la publication de des résultats de certaines entreprises européennes et américaines. Et, euh, et voilà, écoutez, on va continuer avec le disclaimer, comme d'habitude, que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bonjour à vous Edgy, j'espère que vous allez bien. Bonjour Thierry, Luc, que je sais également, Raymond, bonjour, Catherine. Alors, eh bien écoutez, oui, je vais très bien, merci à vous, Catherine, j'espère que vous allez très bien également. Luc, il provoque pour faire des propositions. Alors, beaucoup, mais bon, cette proposition, elle est quand même assez, comment dire, assez fair dans le sens que, voilà, elle est assez équitable. Les deux, si l'UE et les États-Unis abandonnent leurs taxes, ça a du sens. Voilà, c'est pas quelque chose qui est irréalisable ou quelque chose qui est tiré par les cheveux. Voilà, donc voilà. Et oui, Thierry, on n'est pas à l'abri que Trump fasse des tweets pour faire pression sur Juncker. C'est vrai, c'est vrai. Et donc le secteur automobile sera le plus volatile, parce que c'est le plus concerné de ces tarifs douaniers. Donc secteur automobile européen, c'est le plus exposé, j'ai envie de dire, aux tarifs douaniers des États-Unis contre l'Europe. Alors voici le briefing de l'actualité. On a tout d'abord l'administration américaine qui a annoncé une aide de 12 milliards de dollars accordée aux agriculteurs américains qui sont mis en difficulté à cause des représailles aux tarifs douaniers. Et pour information, l'aide sera accordée à compter de septembre, soit 2 mois avant les cruciales élections de mi-mandat. Donc il y a peut-être coïncidence, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, l'aide sera effective à partir du mois de septembre. Du côté du Brexit, on a Theresa May qui a déclaré dans un communiqué qu'elle mènera à présent les négociations avec l'UE, tandis que le département du Brexit se concentrera plutôt sur les préparatifs en cas d'un hard Brexit, tout simplement. Donc pour rappel, auparavant, c'était bel et bien le département du Brexit avec le ministre du Brexit qui dirigeait les négociations avec l'UE. Voilà, donc ça va permettre un petit peu plus de pouvoir, concrètement, à Theresa May, qui est un petit peu bloquée, par son cabinet, et deux, par le Parlement. C'est pour ça que c'est au point mort. Donc finalement, la décision de Theresa May, ça semble un petit peu, comment dire, euh, ça, ça semble un petit peu restreindre la démocratie ou en tout cas le rôle des parlementaires et également du gouvernement, mais en même temps en 2 ans, ou on va dire en une année de discussion et de négociation vraiment intense, parce que moi qui vais au Royaume-Uni, pour être honnête avec vous, c'est que le Brexit qui est au centre des informations. C'est comme si tout le reste, presque tout le reste, c'était stoppé. Il y a pas d'autre vie dans la politique que le Brexit. Donc voilà. Donc il y a eu beaucoup de travaux de discussion qui ont été réalisés et pourtant il n'y a pas eu d'avancée. Donc finalement peut-être que la décision de Theresa May va permettre de faire avancer les choses, sachant que l'UE exige oui un accord trouvé à partir d'octobre. Parce qu'ensuite, sinon, c'est le Brexit qui a lieu au 29 mars 2019, donc vous voyez, dans un peu moins d'un an. Toujours dans un tweet, Donald Trump, donc comme je vous l'ai dit, qui a suggéré à Jean-Claude Juncker que les États-Unis et l'UE baissent tous les deux leurs surtaxes et leurs barrières douanières.
Le FMI estime que le dollar américain est surévalué de 8 à 16% par rapport au niveau suggéré par les facteurs fondamentaux de moyen terme. La refonte de l'ANA devrait être conclue au cours des prochains mois d'après un haut conseiller de l'administration américaine. D'un point de vue macro, on a les indices PMI flash qui suggèrent un ralentissement de la croissance de l'activité privée en zone euro en juillet. Je rappelle que c'est l'indice PMI flash, c'est pas l'indice PMI final du mois de juillet, mais en tout cas les indices PMI ont une corrélation assez importante avec le PIB. Voilà. Donc qui dit ralentissement de la croissance de l'activité privée en zone euro dit potentiel ralentissement de la croissance en zone euro. Bien évidemment, c'est pas si on a un ralentissement pendant un mois que ça va se voir de façon sûre sur le PIB, mais voilà, on a eu un rebond au mois de juin, on a eu un rebond des PMI au mois de juin, on avait une baisse au mois de mai, si on a une nouvelle baisse au mois de juillet, vous voyez que ça va pas être bon pour les chiffres du PIB. Et enfin, selon FactSet, sur les il y a 21, pardon, plus de 21% des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du second trimestre et dont 80% d'entre elles dépassent les estimations des analystes, ce qui est encore une fois, comme vous le savez, énorme. Voilà un petit peu pour l'actualité. En Grande-Bretagne, quand est-ce que sont les prochaines élections? Alors, aucune idée, hein, les prochaines élections, il me semble que c'est pas avant 2021. Je ne sais plus. Thierry, honnêtement, je me suis pas renseigné. En tout cas, c'est pas d'aussitôt. Alors, Luc qui nous dit il n'y a rien de carton, que du vent. Eh bien, écoutez, peut-être, en tout cas, le vent fait bouger les marchés financiers et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui devant les marchés. Bonjour à vous Gilles, bonjour François, voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors on va continuer, pardon, excusez-moi. Voici le résumé de la séance américaine et asiatique. Concrètement, Dow Jones qui a surperformé les autres indices à Wall Street hier. On a tout de même un marché action qui a clôturé dans le vert. Le Dixie qui est en léger repli, notamment en raison de la baisse du rendement du 10 ans américain qui perd un point de base. Ce matin, on a le yen qui continue à progresser, le gold qui respire grâce à la baisse du DXY, le Nikkei, le Hang Seng qui sont en hausse. Donc on a encore de l'appétit pour risque. Sur le CAC 40, hier j'étais à côté de la plaque. Mes excuses, hein. Honnêtement, hier, moi qui attendais une petite baisse de moins 0,30, on a eu le CAC qui a progressé de près de 1%, il me semble. Donc, ouais, j'étais complètement à côté. Je pensais que le pivot hebdomadaire allait vraiment faire office de résistance malgré l'appétit pour risque qu'on avait. Et finalement, pas du tout. Ça s'est débloqué, il me semble, en début d'après-midi. En début d'après-midi, on a eu le CAC qui a bondi. Enfin, les indices européens qui ont bondi voilà, de 1%. Calendrier économique, alors, balance commerciale, Nouvelle-Zélande, moins 113 millions, contre 200, donc négatif pour la NZD. L'AUD, inflation qui rate les attentes, 2,1 contre 2,2% attendu. IPC de la RBA, médiane pondérée 1,9, 1,9, 2,1. Donc dans la lignée. L'enquête IFO allemand attendue à 10h. Et enfin, vous voyez quelques statistiques américaines qui seront à 13h, 16h et 16h30. 16h30, les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Voilà, donc des rendez-vous globalement tout au long de la journée, hein, d'après le calendrier économique. Et pour rappel, 22h, discours de Juncker à la Maison Blanche, depuis la Maison Blanche. Alors ça c'est un graphique que je voulais vous faire voir, partager avec vous ce matin. Je l'ai tweeté hier hein, sur Twitter. Hein. Et voilà, donc c'est le Dow Jones Commodity Index. Ça ne comporte pas des entreprises, hein, c'est bien le prix de certaines matières premières. C'est des indices matières premières si vous voulez. Donc là on l'a en noir, ça regroupe toutes les matières, enfin beaucoup de matières premières. Et ensuite on a en marron depuis le début de l'année, vous voyez, l'évolution de l'indice commodities des métaux industriels. Ensuite, en vert, on a ceux de l'agriculture et du bétail. En jaune, on a les métaux précieux. Et en bleu, on a l'énergie. Et vous pouvez voir que finalement, celui qui n'est pour le moment, en tout cas, pas affecté par la guerre commerciale, c'est celui de l'énergie. Ils sont tous sinon en baisse. Moins 4, enfin moins 5, moins 7, moins 10%.
Et on voit clairement que les métaux industriels et l'agriculture et le bétail sont les plus affectés par les tensions commerciales. Alors que l'énergie, on a des incertitudes sur l'offre qui vraiment dominent, et c'est pour cela qu'on a une surperformance des commodities énergétiques. Sur un an, vous voyez que même sur un an, on a une baisse. Les prix de l'énergie augmentent de 41%. Alors dans l'énergie, il y a pétrole, il y a gaz, il y a l'essence, et il me semble qu'il y a le kérosène. Alors, euh, hop, alors on va regarder la méthodologie de l'indice. Voilà, donc il y a un tableau avec différents indices qui comportent voilà, certaines commodities. Donc vous voyez, celui de l'énergie comporte pétrole WTI, pétrole Brent, l'essence, gasoil, du gaz. Pour l'agriculture, on a le blé, maïs, café, sucre. Alors soybean, c'est des, pardon, j'ai pas le nom en français en tête. Bon, c'est pas important, mais bon, vous voyez que là, on a quand même pas mal, on a les majeurs, hein. Finalement, on a les commodities majeurs qui sont regroupés dans ces indices. Voilà, donc en clair, en, en termes de stratégie, ça voudrait dire que le CAD finalement surperforme l'AUD parce qu'on sait que l'énergie, enfin le CAD, c'est corrélé au pétrole et donc plus globalement au prix de l'énergie. L'AUD, c'est plutôt les métaux industriels. Tout ce qui est agriculture, ça va être le NZD. Et attendez, on va faire quelque chose de très intéressant. Alors, on va enlever tout ça. On va enlever le jaune. Et maintenant, on va superposer NZD-USD, parce que normalement le NZD-USD devrait être corrélé à l'agriculture, l'AUD-USD, qui devrait être corrélé industriel, les métaux industriels, et enfin CAD-USD, pas USD-CAD, qui devrait être corrélé à l'énergie. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un test, hein. AUD-USD, NZD-USD, CAD-USD. Ah pardon, pas comparer, je vais juste superposer. Bon, CAD, pas du tout. Pas du tout, ce qui montre que les incertitudes sur la l'ALENA sont beaucoup plus importantes. Le CAD qu'on va mettre en bleu du coup, étant donné qu'il est corrélé à l'énergie. NZD, on va le mettre en vert, étant donné que c'est en théorie corrélé globalement aux soft commodities. Et enfin, ah je suis sur le CAD donc je me suis trompé. L'AUD, l'AUD donc en marron. Alors c'est pas très lisible comme cela, je vous l'accorde. Euh, il faudrait faire au cas par cas. Donc vous savez quoi, on va faire juste, on va enlever l'énergie, on voit que l'énergie et le cadre sont pas vraiment corrélés. Enfin, il y a un moment où ils étaient corrélés, mais depuis, voilà, vraiment les tensions commerciales, regardez, 17 avril, on a une décorrélation. On a vraiment un changement. Donc on va enlever l'énergie, on va enlever le cadre, on va enlever, bah écoutez, c'est tout, je pense. Et vous voyez quand même qu'on a une assez bonne corrélation, hein, finalement. Donc je vous rappelle, en marron, donc il y en a une où c'est la UD-USD, l'autre où c'est l'indice métaux industriels. En vert, il y a une des courbes où c'est le NZD-USD et l'autre où c'est l'indice matières premières de l'agriculture et du bétail. Et vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de ressemblant, que ce soit sur une année, que ce soit depuis le début de l'année, vous voyez qu'on a quand même quelque chose de similaire. Bien évidemment, c'est pas 100% corrélé, étant donné que on a un effet dollar et on a également les banques centrales RBA et RBNZ qui n'ont pas de poids sur les commodities, alors qu'ils ont un poids sur le NZD et l'AUD. Donc voilà.
La monnaie chinoise est au plus bas depuis un an par rapport à l'USD. Quelles en sont les conséquences et cela peut-il continuer? Alors oui, cela peut continuer. Cela peut continuer. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, écoutez, conséquences, on a les entreprises chinoises exportatrices qui sont moins affectées par les barrières commerciales du coup, parce qu'on a moins, on a pardon la devise chinoise qui baisse et et voilà tout simplement. Donc c'est bénéfique pour la Chine d'avoir cette monnaie qui baisse. Maintenant, pour les investisseurs, je vous rappelle que la principale crainte, c'est la dévaluation du yuan. Quand vous êtes investisseur étranger et que vous investissez dans un pays et tout d'un coup, vous avez votre investissement qui perd la moitié de sa valeur parce que le gouvernement décide de diviser par deux la valeur de sa monnaie, eh bien, ça va pas vous donner confiance et ça va pas attirer les capitaux dans le pays. Donc voilà, c'est un petit peu ça le risque de long terme. À court terme, c'est bon pour les exportations chinoises. Maintenant, sur du long terme, ça pourrait poser des questions. Voilà, donc je passe au concret, c'est-à-dire au marché et au graphique. Hein. Donc on voit ce matin, on a le GBP qui surperforme, l'AUD qui sous-performe, tous les autres devises sont globalement inchangés, globalement oui inchangés par rapport au dollar, yen moins 0,03 donc autant dire que c'est pas grand chose, franc suisse plus 0,06 pareil c'est pas grand chose non plus. Donc GBP AUD c'est haussier, ça va être notre focus du jour. Je vous dis pas que c'est le trade du jour mais c'est simplement le focus. Donc nos indices, on va pas faire d'analyse technique hein, dessus, étant donné que rien n'a vraiment changé depuis hier. Le yen, vous voyez, progresse, NZD consolide, AUD consolide, l'euro respire, on va dire consolide, le GBP rebondit, le franc consolide, l'USD consolide également, et le CAD consolide aussi. Donc, on va tout de suite passer au GBP AUD. Donc, déception des chiffres de l'IPC. Hein. Ce matin, on voit bien l'AUD, hein, l'AUD qui est en baisse, moins 0,26%. Donc voilà, les chiffres d'inflation de l'Australie ont déçu les investisseurs. Donc voilà, GBP. Alors on va se mettre déjà en journalier. Donc voilà, ça l'objectif a été atteint. Objectif atteint, donc pivot mensuel, moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez, on a le cours qui travaille sa moyenne mobile à 200 jours. En 4 heures. Alors on a une belle petite oblique baissière. Point haut. Vous voyez, 1, 2, 3 points de contact. On prend le plus bas entre les deux premiers points. Et là, on a le canal. On a le canal, sortie, donc phase d'excès. Enfin, c'est en théorie une phase d'excès. Donc là, GBPUD, objectif de court terme, on vient chercher les 1,79 qui correspond le haut du canal. Donc GBPUD, court terme 1,79. Maintenant, vous savez que moi, je suis en faveur du yen. Oui, en faveur du yen hein, sur du swing trading, c'est vraiment ma conviction. Et là, on voit, donc on a une respiration hier, ce qui est normal. Hein, on a toujours des phases de respiration dans une tendance. Hein. C'est ce qui compose même une tendance, c'est des impulsions, des consolidations ou des respirations, et ensuite une nouvelle impulsion. Donc voilà, on a eu une petite respiration, mais toutefois, vous voyez que ça repart en baisse. Et moi, ma perspective, c'est une baisse jusqu'à, eh bien, écoutez, 81, puis enfin, je l'espère, voir les 80. La UD a surperformé hier, alors je ne sais pas s'il a surperformé, en tout cas il était haussier face au yen, mais je ne sais pas s'il a surperformé l'ensemble des devises majeures, vous savez. Donc voilà. Possible petite idée sur le café. Alors, café, pas d'idée de trading. On va voir, enfin je vais regarder ça d'un point de vue technique au niveau des commodities. Mais regardez en weekly, j'ai regardé ça hier, la UD yen. Regardez, c'est vraiment
une pure consolidation, hein, entre finalement, vous voyez les bornes de Doncian, hein, canal de Doncian, 84,53 et alors là envers ça se confond 80,50. Voilà, donc là c'est direction le bas de ce range avant une nouvelle baisse, parce que c'est dans ce sens qu'il faut, je pense, trader l'AUD yen et sur d'un point de vue global l'AUD. L'AUD d'un point de vue monétaire, on n'a pas de resserrement en vue, en tout cas pas avant l'été l'année prochaine. L'or qui est en baisse, et l'or et les métaux, hein, on l'a vu sur notre indice Dow Jones Commodities métaux industriels. L'indice est en baisse, donc ça tire l'AUD vers le bas. Et en plus, d'un point de vue macro, on a le marché qui est déçu de l'inflation. Donc, voilà, on n'a pas vraiment de facteurs qui viennent justifier la hausse du dollar australien. Et en plus de cela, on a une certaine spéculation du marché sur la politique monétaire un changement de la politique monétaire de la BOJ pour sa prochaine réunion le 31 juillet, donc mardi de la semaine prochaine. Voilà, donc l'AUD, vous voyez qu'il est en baisse face à toutes les devises majeures. Donc l'AUD sous-performe ce matin, sous-performe l'ensemble des devises. Et voilà, donc GBP AUD, je rappelle, on est chez les 1,79. Et l'AUD yen, encore une fois, sur du moyen terme, sur une trading moyen terme, on est chez les 81 puis 80. Voilà, donc GBP AUD, 4 heures, 1,79. Je fais un tour des paires majeures rapidement. L'eurodoll, regarde ce parfait canal. Alors je l'ai réajusté, ce matin parce que j'utilisais le 1 heure auparavant, mais du coup je prenais pas ce point bas. Donc là j'ai pris les plus bas. J'ai pris ce point bas, celui-ci, et vous voyez qu'on a eu finalement le rebond au pips près, avec accompagné d'une divergence. Donc en l'occurrence ici, on avait un excellent signal d'achat qu'on n'a pas vu, enfin que je n'ai pas vu. Mais regardez, divergence, touchette sur le bas du canal, rebond. Vous voyez que c'est parfait. En plus l'épaule, tête épaule inversée, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux et pourtant je l'ai loupé. Donc voilà. Donc là c'est retour en haut du canal. Hein, je vous rappelle moi mon opinion sur le dollar. Dollar qui évolue, vous voyez, qui consolide. Si on se met en 4 heures, vous voyez qu'on a une consolidation entre 95 et finalement 94. On a une petite zone d'excès en 9 juillet, vous voyez. Mais finalement, c'est entre 95 et 94 que ça se joue DXY en ce moment. Donc voilà, l'eurodoll haussier sur du moyen terme. Maintenant, faut pas s'attendre à un momentum non plus hyper important tant que le DXY n'évolue pas, vous voyez, n'inscrit pas à un creux enfin un nouveau creux plus bas, tout simplement. Tant qu'on reste, on va dire, au-dessus de cette zone, donc à peu près 83, il me semble que c'est 83, hein, voilà. Tant qu'on reste au-dessus de 93, excusez-moi, 93, eh bien, on va pas avoir un momentum hyper important sur l'euro-dollar. Au niveau du GBP USD. GBP USD, on est sur du 4 heures, donc voilà, on prend les 2 points. Alors là, en l'occurrence, il faut prendre ces 2 points. Pourquoi je ne prends pas ces deux-là? Parce que finalement, sinon, je devrais prendre la parallèle, je devrais tracer au plus bas entre ces deux sommets, et donc ça serait par ici. Et ça n'aurait pas vraiment d'intérêt de mettre le bas du canal ici. Voilà. Donc ce que je cherche, c'est, on a le sommet ici, le sommet, le plus bas entre ces deux sommets qui est ici, et là, le rebond. Voilà comment ça se dessine un canal. Et donc là, théoriquement, on vient chercher le haut de celui-ci, le pivot mensuel, vers 1,3230. Alors j'ai une question sur le CAD yen. L'AUD-CAD ou le CAD yen alors CAD yen. Alors CAD yen, moi je suis plutôt baissier. Comme vous le savez, j'estime que le yen va surperformer
les majeurs pendant pas mal de séances encore. Et même si le CAD est soutenu par les cours de pétrole, vous voyez que il est en baisse face au yen depuis la mi-juillet. Donc baisse du CAD face au yen. D'ailleurs, tous les paires en yen sont en baisse depuis la semaine dernière. Donc c'est pas seulement la UD yen ou le CAD yen, c'est toutes. Même l'euro yen, même l'USD yen sont en baisse. Donc CAD yen en baisse. On est clôture sous 85, pardon. Clôture sous 85. Cassure de cette oblique. Donc en théorie, on vient chercher un retracement de l'ordre de 50% de cette tendance. Donc, vous voyez que le pivot mensuel, c'est le prochain puissant niveau de support. Donc, c'est les 84, seuil psychologique à 84. Donc, seuil psychologique, pivot mensuel, 50%. Donc là, on aura un puissant niveau de support, vraiment très très important. Et vous voyez, sur la RSI, on n'a pas de signaux haussiers. On n'a pas de signaux haussiers. RSI toujours bearish. Bon, certes, il s'oriente un petit peu plus à la hausse, mais on n'a pas de divergence. On n'a pas. Ah, si, on a une petite divergence, excusez-moi. Regardez ici. Creux, creux, de plus en plus haut. Creux, creux, de plus en plus bas. Donc petite divergence. Néanmoins, tant que le RSI ne dépasse pas 50, eh bien cette divergence n'est pas forcément un signal d'achat. Donc voilà. Moi je reste baissier sur le CAD yen. Et sur tous les paires en yen, globalement. Alors je vais juste regarder NZD CAD pour voir qui entre le NZD et le CAD sous-performe depuis le début de l'année. Donc journalier, début 2018, vous voyez qu'on a eu premier trimestre une surperformance du NZD, second trimestre une sous-performance du NZD, et depuis il n'y a pas vraiment de changement. Pas vraiment de changement, donc c'est assez intéressant. Assez intéressant. Tac, alors je vais réactualiser ce graphique, ça fait longtemps que je l'ai pas actualisé. Je pense que il y a suffisamment de points. Bon, on a un grand creux quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en hebdo. Ah pardon, je fais toujours la même erreur. C'est que mon canal, ah s'il est paramétré à 12, donc c'est parfait. Paramétré à 12, et là je vais le paramétrer à 26, qui est 6 mois. 26, c'est 6 mois. Et là comme ça on aura des niveaux intermédiaires. Voilà, écoutez, je pense que nous avons suffisamment de seuils. Donc je vais le remettre à 20 périodes, qui est par défaut. Voilà, 20 périodes en journalier. Et donc, bien écoutez, pas grand chose à dire, même sur le graphique journalier, finalement. Donc on a eu, comme je vous l'ai dit, une hausse au premier trimestre, une baisse au second, et depuis, ça, il n'y a pas vraiment de direction, vous voyez, ça consolide. Il semblerait que ça range en journalier entre le pivot mensuel et le plus bas des 20 dernières périodes, qui est proche du S1 mensuel. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de sortie, une sortie par le haut de ce range serait un signal bullish. Ce sera un signal bullish jusqu'au R1 puis jusqu'à 0,92. Et à l'inverse, une clôture sous le S1 serait un signal bearish jusqu'au S2. En attendant, c'est le range trading qui domine. Je fais l'USD yen. Ensuite, je pense que les autres paires n'ont pas vraiment bougé depuis hier, donc je vais pas non plus passer trop de temps sur le forex si rien n'a vraiment changé. Voilà, l'USD yen. On n'a toujours pas la cassure de cette oblique. Vous voyez que l'USD yen, c'est la paire en yen qui on va dire se maintient le mieux face. Enfin, l'USD c'est la devise qui se maintient le mieux face au yen à court terme. On a le RSI journalier qui est toujours au-dessus de 50, comme vous pouvez constater. Alors que par exemple l'euro yen, l'euro yen aussi. L'euro yen au-dessus de 50, par contre on a l'oblique 4 heures qui a été dépassé, il me semble. Donc si on trace l'oblique,
Ah, même pas. Même pas, donc finalement, vous voyez, CAD yen, USD yen, euro yen, USD yen, c'est un petit peu pareil globalement. Voilà. Et écoutez, moi je reste, comme vous savez, je reste baissier sur les paires en yens sur du moyen terme. Et ce que j'envisage, c'est tout d'abord mon premier objectif, c'est un retour au pivot mensuel sur n'importe quelle paire en yens. Après, bien évidemment, ma conviction est beaucoup plus forte sur face aux devises commodities, donc face à l'AUD, face au NZD et dans une plus faible mesure face au CAD. Donc voilà, mais AUD yen, c'est vraiment NZD yen également, c'est vraiment une devise des paires qui me semble extrêmement intéressante à shorter. Vous voyez que NZD yen, ça n'a pas du tout la même tête que l'USD yen hein, ou que l'euro yen. On a déjà dépassé le pivot mensuel. Donc là, on va chercher S1 hebdomadaire, S2, etc., etc. Petit à petit, on va chercher le bas. On a également retracement de Fibonacci, 50%, et vous voyez qu'on a eu un rebond. Bref, finalement, ma conviction n'a pas vraiment changé depuis hier. Si ce n'est le fait que ce matin on voit le GBP surperformer, l'AUD sous-performer, donc le GBP-UD pourrait être un bon trade intraday. Bon, on n'ira pas chercher les 1,79 en intraday, donc je vais vous trouver un seuil intraday 4 heures. Voilà, 1,7825. 1,7825 serait déjà une excellente chose. Je passe aux indices, les indices qui sont dans le vert. Voilà, on a de l'appétit pour le risque, donc on va pas se positionner à la vente. On a une sortie par le haut du canal. On a une sortie par le haut du canal baissier dans lequel le CAC évolue depuis le mois de mai. Vous voyez. Toutefois, on est toujours en dessous du précédent sommet. Donc tant qu'on n'a pas de cassure du précédent, de dépassement du précédent sommet, compliqué de dire qu'on a vraiment dépassé, qu'on est vraiment sorti par le haut de ce canal. Ça peut être juste un faux signal. Donc voilà, si on a une clôture journalière au-dessus, vous voyez, de ce seuil hein, qui est 5450, eh bien on aura un signal bullish direction de 5500, puis on ira rechercher des niveaux un peu plus hauts comme les 5550, 5006. Voilà, donc pour le moment, je pense que c'est la hausse qu'il faut viser sur l'eurodoll, sur les indices. On a de l'appétit pour le risque, donc voilà, pourquoi pas se positionner à la hausse. Maintenant, faut pas payer non plus à n'importe quel prix. Là, vous voyez qu'on est à 5448, à 5450, on a un prix clôture mensuel, le plus haut des 20 dernières périodes sur le graphique 4 heures, on a la moyenne mobile à 200 périodes sur le graphique 4 heures, on est proche du 1 hebdo, donc c'est pas forcément le meilleur prix d'achat. Donc si à la rigueur on a un retour au pivot journalier à 5430, pourquoi pas? Pourquoi pas en intraday le payer? Pour le DAX, c'est pareil. Donc on a eu une hausse hier. Ensuite, je passe sur le café, hein, François. Excusez-moi pour l'attente. Euh, donc sorti par le bas. Donc finalement c'était un faux signal. Réintégration. Le R1 hebdo qui fait office de résistance. C'est proche, comme vous pouvez le voir, de l'ancien sommet qui a été inscrit le mardi 17 juillet à 12 780 points. Tant qu'on reste en dessous de ce sommet, pour moi, le risque baissier continue à dominer. Par contre, si on a une clôture au-dessus de ce seuil, c'est clairement un signal bullish. Voilà, donc prudence. Prudence, et vous savez, le DAX, c'est l'indice en Europe et peut-être dans le monde, je ne sais pas, mais en tout cas en Europe qui est le plus exposé qui a son secteur automobile qui est le plus important, pardon, parmi les autres indices européens. Donc voilà, c'est sans doute celui qui sera le plus volatile demain à la suite de la décision, enfin de ce qui sera dit en conférence de presse entre Juncker et Trump ce soir. Voilà, prudence non plus à ne pas trop se positionner sur le DAX en amont de ce speech. Si Trump et Juncker annoncent des bonnes nouvelles ce soir, les indices pourraient-ils exploser à la hausse? Exploser, ça dépend ce que vous voulez dire par exploser, mais oui, ils seront clairement haussiers. Parce que c'est pas un scénario que le marché privilégie pour le moment. Mais on aura, oui, très rapidement, le DAX devrait venir chercher. Donc, si on a un accord, alors déjà si on n'a pas d'accord, on vient chercher le pivot mensuel. Si on a un accord, le DAX, il vient chercher, je dirais, les 13 000 d'ici un petit mois.
Non, c'est peut-être un petit peu trop 13 000 quand même. Ça fait une hausse de 210. Ah, ça reste raisonnable. Donc oui, 13 000, il viendra les chercher. Si on a un accord, on viendra chercher les 13 000. Ou un petit peu en dessous, vous voyez, R1 mensuel, R2 hebdo. Vous savez que le R1 mensuel, c'est un niveau très important, même le R2 hebdomadaire. Donc voilà, les 12 950, on va dire. Le CAC, si on a un accord, on est chez les 5 500. Et sur euro, ça va le faire monter également. Si d'accord, oui, ça va faire également monter l'euro. Maintenant, la hausse de l'euro dans ce contexte ne devrait pas faire pression sur les indices européens, parce que dans le contexte d'appétit, quand on a de l'appétit pour risque, la corrélation euro sur marché action diminue. Comme quand vous regardez lorsqu'on a eu les élections présidentielles françaises et que on a eu finalement Macron qui était de plus en plus privilégié par les spéculateurs, eh bien on a eu une hausse de l'euro, mais on a eu également un boom market sur les indices européens. Voilà, donc quand on a des périodes d'appétit pour le risque, oubliez la corrélation euro-indice. Voilà, donc je passe sur le café. Alors, quel café tradez-vous? Parce que vous voyez, on a presque chez Starbucks ici, café Robusta, Arabica, voilà, bon, on en a deux. Je ne connais absolument pas les différences, hein. Ne me demandez pas les différences, honnêtement, je suis pas du tout quelqu'un en matière première. Bon, en tout cas là, par contre, techniquement, faut plutôt se positionner à la vente, hein. Quand on voit un canal comme celui-ci, je vois pas quels sont les arguments pour acheter, ou en tout cas il en faudrait des importants. Aucun, c'est une idée générale, celui qui est dans le tableau des commodities. Alors, ce qui est dans le tableau des commodities, très bien. Alors, on va regarder cela. Du coup, je reviens sur sur la page PDF. Donc, je peux vous envoyer ce lien d'ailleurs, hein, très intéressant cet indice, hein. Ça vous permet d'avoir vraiment une idée globale des matières premières, hein. Voilà, je vous l'envoie. Hop, comme ça vous l'avez. Méthodologie. Et il y en a même des plus détaillés, hein. Il y en a sur l'aluminium, etc., etc. Alors, café. Eh bien, vous voyez. Et là, vous voyez que vous avez toute la description. Only one component can reach a maximum weight of 35%. Donc, en gros, euh, un seul composant ne peut avoir au maximum une pondération de 35% dans l'indice, etc., etc. Donc là, vous avez toutes les règles. Voilà, vous avez toutes les règles vraiment de l'indice. Ce qui permet de ne pas avoir une surpondération qui viendrait biaiser un petit peu tout l'indice, hein. Parce que c'est comme si vous mettez Apple dans vous mettez Apple dans euh, imaginez vous mettez Apple dans l'IBEX, Apple ferait bouger tout l'IBEX. L'IBEX serait quasiment corrélé à Apple, étant donné que Apple représenterait, alors je sais pas la capitalisation boursière en tête de l'IBEX, d'ailleurs on va regarder rapidement, ce serait intéressant, je me suis jamais renseigné là-dessus. IBEX, market cap. Bon, il faudrait calculer le total. Mais bon, l'IBEX, ça doit être du quoi, du 1200 milliards, je dirais. J'ai du 1200 milliards. Bon, après, voilà, compliqué de dire sans les chiffres. Euh, bon, en tout cas, ça doit être dans ces horizons-là. Je donne pas plus de 1003 à l'IBEX. Donc, et comme vous savez, Apple c'est presque 1000 milliards. Donc, imaginez vous mettez Apple dans l'IBEX, eh bien, il y aurait une corrélation d'à peu près 50% de l'IBEX à l'indice Apple, à l'action Apple, pardon. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette logique qu'il y a toujours une pondération limitée dans chaque indice boursier. Alors, tac, je reviens. Coffee, next.
Bon, bien a priori, on n'a pas de détails sur le café, hein. À mon avis, c'est celui de Chicago. Enfin, de Chicago, pardon, côté au CBOE. Alors, aucune idée. Bon, dans ce cas, on va faire l'analyse technique rapidement euh, des deux cafés. Alors là, on est coté sur le point en euros. On est coté sur l'indice euro, donc on va se mettre plutôt sur l'indice dollar qui est le benchmark. Vous savez que pour trader les commodities, c'est généralement le dollar, hein. Et donc là, vous voyez qu'on n'a pas la même tendance. Enfin, on a la même tendance globalement depuis le début 2017, hein. On a une baisse, mais vous voyez qu'elle est un petit peu moins régulière. En tout cas, donc le café, petite divergence, creux de plus en plus haut, creux de plus en plus bas. La moyenne mobile à 200 pourrait être un niveau de support. Maintenant, attention, dans un contexte de guerre commerciale, même si le café n'est pas directement visé par l'administration américaine, elle pourrait faire office elle pourrait être impactée compte tenu du fait que les investissements se font de plus en plus par tracker et par indice. Donc, si vous avez envie, dès que finalement on va avoir une guerre commerciale, c'est tout les indices commodities qui vont perdre du terrain. Et puisque le café est intégré dans l'indice commodities, s'il y a des flux qui sortent des indices commodities, il y a des flux qui sortent du café. Parce qu'un indice, c'est simplement un regroupement de sous-jacents. D'accord? C'est indexé à différents actifs. Notamment, par exemple, les ETF. Il y a beaucoup d'achats d'ETF. Mais si finalement, les ETF commodities, il y a des sorties de cash, des ETF commodities, eh bien, les commodities se retrouveront sur pression. Non pas seulement le gold, non pas seulement l'aluminium, mais l'ensemble des matières premières. Donc là, on a un contexte de guerre commerciale et voilà, on voit que clairement, on a une baisse. On a une baisse, vous voyez, depuis le début de l'année. Ça baisse. Alors, beaucoup moins que le maïs ou que le blé. Regardez, je vais vous faire voir. Euh, ou le soja, voilà, soja. Ouais, on est en pourcentage, hein. Ouais, ça n'a pas du tout la même. Enfin, ça a à peu près la même courbe, mais pas la même amplitude. Pourquoi? Parce que le soja, c'est tarif douanier chinois contre les États-Unis par représailles. Mais bon, on a quand même la Como qui est sous pression. Donc voilà, cacao, etc. Dans ce contexte de guerre commerciale, que ce soit le cacao ou peu importe, à part si dans le marché, à proprement dit du cacao, il y a des problèmes d'approvisionnement majeurs, il n'y a pas de raison qu'il augmente dans ce contexte de guerre commerciale. Alors Thierry qui nous dit le café c'est comme pour le pétrole, l'arabica est coté aux US et le robusta à Londres. Bien écoutez, merci Thierry pour cette information parce que je ne savais pas du tout. Voilà, donc le arabica à côté aux US, le robusta à côté à Londres. Voilà, donc honnêtement, moi tout ce qui est matières premières, les soft matières premières, encore les hard, j'ai des bases, des bases, mais les soft commodities, honnêtement, euh, mis à part le fait que ça soit régi par l'offre la demande, mis à part qu'il y a une influence de la part de la météo, je n'ai pas d'autre idée de ces marchés et qui sont pourtant très très intéressants. Alors je continue rapidement sur l'or et ensuite écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous laisserai avec cette analyse. L'or, donc vous voyez on a un petit rebond finalement, petit rebond. Alors par rapport à hier, on a eu donc mardi, oui, on a eu le rebond mardi et là ça consolide à 1226 $. Bon, moi j'ai toujours ma conviction qui est baissière, hein, sur l'or jusqu'à 1200. Certes, on a une divergence, mais vous voyez que le momentum est encore assez bearish, même très bearish. Le prix est bien en dessous de sa moyenne mobile à 200, 100, 50 ou 20 périodes. Donc on a vraiment des momentum baissiers importants. Donc c'est vraiment, je pense, pas le moment de se positionner à l'achat. Vous voyez, lorsqu'on a eu une baisse un petit peu similaire à celle-ci, euh, alors ça me fait penser un petit peu à cette baisse après l'élection de Donald Trump, qu'on a eu bull market sur le dollar qui a fait du coup pression sur l'or. Eh bien, vous voyez que on a eu une baisse assez, comment dire, logique, hein, jusqu'à un seuil psychologique qui était les 1220.
Et vous voyez que le momentum est resté survendu quand même pas mal de temps. Et c'est pas parce que le momentum était survendu qu'on avait une hausse du prix. Donc voilà, ne pas confondre zone d'excès avec rebond. Zone d'excès, c'est simplement un excès. Alors le Bitcoin, on me pose une question sur le Bitcoin, donc BTC USD, le voici. Cassure de cette oblique. Alors, ah non, pardon. Là, on est en logarithmique. L'oblique qui est testé, on n'a pas vraiment encore la cassure. En tout cas, faut attendre. On a une hausse de 40% depuis le début du mois. Enfin, depuis le début, oui. Début du mois, 46%, pardon. 46%, donc rien d'impressionnant par rapport aux anciens rebonds depuis qu'on est dans une tendance baissière. Plus 95%, plus 57, plus 46, enfin plus 49. Donc, ouais, il n'y a rien, on va dire, d'unique dans ce rebond. Moi, personnellement, c'est pas parce qu'il y a ce rebond que je passe on va dire bullish sur du moyen long terme. Je pense que voilà, on a fait un rebond, ça a permis au momentum de respirer, mais c'est simplement pour être mieux shorté. Je pense que le creux qu'on a connu en fin juin n'est pas le plus bas de l'année, n'est pas le plus bas qu'on va connaître cette année et même d'ici les prochaines semaines. Voilà, d'ici la fin de l'été, je pense, hein, c'est mon opinion, mais il y a de fortes chances que d'ici un mois le Bitcoin évolue sous ce niveau-là. Voilà. Après ça c'est vraiment mon opinion. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas les signaux bearish, donc c'est pas forcément le moment de shorter le Bitcoin. Vous voyez que le momentum est bien orienté à la hausse, pas de divergence. Ah, sur le 4 heures, on a une divergence par contre. Regardez cette grosse divergence baissière. Donc voilà, si on a le RSI 4 heures qui clôture sous 50, eh bien vous savez ce que ça veut dire, c'est un signal bearish. Signal bearish, et ça nous permettra de eh bien d'anticiper eh bien déjà une correction de 50% de cette tendance, et ensuite un retour à 5009, voire même encore plus bas. Thierry qui me dit il va y avoir une matière première intéressante à trader bientôt, le coton, car les récoltes arrivent aux US contre celles en Inde et en Chine principalement. Beaucoup de dérivés qui servaient de protection pour les récoltes vont arriver à échéance. Très bien. Alors, je pense qu'on a le coton en plus ici. Coton. Voilà, coton New York. Vous voyez que vous avez quand même pas mal de comos. Et donc d'accord. Eh bien écoutez, je vais me renseigner un petit peu, tirer sur le coton. Et voilà. Et pour le Nikkei, je me suis renseigné. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est le deuxième exportateur de Nikkei au monde. Après, me semble-t-il, l'Australie. Voilà. Donc je vais m'enseigner sur ce coton. Et écoutez, j'en ferai pas. En tout cas d'un point de vue technique, hein. On a une belle tendance haussière. On a une belle tendance haussière. Regardez. Hop. Alors, que dire sur le coton? 38-50%, donc 38-50%, vous savez que c'est la zone où il y a le plus de chances que le point bas, enfin que la correction se termine. Pivot mensuel comme résistance, pas grand chose à dire, hein, c'est une tendance haussière, donc profitez des pullbacks pour passer long. Voilà. Même si c'est une commo, et dans ce contexte de guerre commerciale, c'est pas forcément meilleure chose à faire d'acheter les commodities. La baisse du dollar qui est à venir serait un soutien, des matières premières. Et on voit que finalement, depuis le début de l'année, euh, eh bien le coton n'est pas vraiment impacté, n'est pas même, enfin en tout cas pas vraiment impacté, oui, par par la guerre commerciale. Le coton, il reste bullish. Donc finalement, pourquoi pas profiter des pullbacks pour se positionner à l'achat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thierry. Moi, je ne suis pas du tout un expert du coton, mais en tout cas techniquement, c'est ce que j'aperçois, c'est ce qui ça me fait penser cette analyse technique. Bon, en tout cas, merci à vous pour votre attention. Je pense qu'on a fait le tour du marché. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir. Ce soir pour le webinaire éducatif qui seront sur les fourchettes d'Andrew. Et voilà, écoutez, bonne journée à vous.
à ce soir et sinon à demain pour ceux que je ne retrouverai pas.